la mission des observateurs des Nations Unies affirme que cette mission est suspendue sur le terrain, mais que les observateurs restent dans le pays par obligation morale, je le cite. Que faire pour arrêter les massacres? Plus de 13 000 personnes ont été tuées après 15 mois de contestation. On en parle ce soir avec Geneviève Garrigos, qui est présidente d'Amnesty International France, avec Jean-Paul Chagnonneau, directeur de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, avec lequel nous sommes partenaires, avec Frédéric Pichon, qui est docteur en histoire, spécialiste de la Syrie, et avec Bernard Valero, qui est le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. La communauté internationale reste impuissante en raison notamment, on le disait dans la première partie du débat, des vétos russes et chinois au Conseil de sécurité de l'ONU. L'une des issues à ce conflit, ce serait une victoire nette de l'opposition. C'est ce qu'a affirmé vendredi le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius. C'était chez nos confrères de France Inter. On l'écoute. Nous voulons une solution. La priorité absolue, c'est que Bachar el-Assad s'en aille. Bon. L'autre idée, c'est qu'il y ait une victoire claire et nette de l'opposition. Vous voulez dire sur le terrain? Excusez-moi, vous voulez dire sur le terrain? Sur le terrain. Bon, mais évidemment, ça passe par des combats extrêmement durs, extrêmement violents. Ils ne gagneront pas tout seuls. Pardon? Ils ne gagneront pas tout seuls. Non, bien sûr. C'est pourquoi il y a à la fois la démarche de Kofi Annan, et puis il est envisagé aussi, les Américains l'ont fait, peut-être nous le ferons, donner non pas des armes, mais des moyens de communication supplémentaires. Des moyens de communication supplémentaires, Bernard Valero, c'est l'aide qu'apportent déjà les États-Unis à l'opposition syrienne, ce que vient de dire Laurent Fabius. Est-ce que la France va apporter une aide similaire? Est-ce que c'est acté? C'est acté, d'ailleurs Laurent Fabius l'a dit, on vient de le réécouter. Vis-à-vis de l'opposition syrienne, nous avons plusieurs lignes d'action. D'abord un soutien politique sans faille depuis le début, et qui est assorti d'un appel à l'unité de l'opposition, parce que l'opposition est en train de faire, trop lentement me semble-t-il, son travail d'unité qui est absolument indispensable et qui la rendrait évidemment beaucoup plus forte face au régime, Est-ce qu'il faut l'armer, cette opposition assassin. Ce n'est pas la position de la France. Livrer des armes, cela veut dire rajouter de la violence à la violence, cela veut dire encore plus de morts. Mais je voudrais terminer sur l'opposition. Un soutien politique d'abord très fort, un soutien humanitaire. Ça, on ne fait pas de déclaration publique tous les jours, mais vous pouvez être assuré que tout autour de la Syrie, avec les moyens que nous avons, nous agissons beaucoup et nous travaillons beaucoup avec les ONG, précisément dans le domaine humanitaire, dans le domaine médical, parce que l'une des originalités barbares de cette situation, c'est dans un conflit, comment on a vu les médecins, les chirurgiens, les cliniques, les hôpitaux qui ont été véritablement des objectifs de guerre de la part du régime syrien, et donc nous les aidons. Troisième point, comme l'a dit le chef de la diplomatie française, oui, apporter des moyens de communication. L'opposition sur le terrain en a cruellement besoin. Les Américains ont entrepris des actions dans ce domaine-là, mais il faut renforcer le mouvement. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Jean-Paul Chagnollo, est-ce qu'il faut aller plus loin et armer l'opposition syrienne? Parce que c'est bien de leur apporter... Moi, je voudrais juste une seconde réagir sur ce que vient de dire Laurent Fabius. Je trouve que dire qu'il faut qu'il y ait une victoire nette de l'opposition sur le terrain, c'est une formule un peu creuse. Autant j'apprécie beaucoup la position de la France dans cette affaire, évidemment, autant je trouve que ce genre de formule, parce qu'après on dit mais débrouillez-vous. Et le rapport de force sur le terrain aujourd'hui est dans une asymétrie totale. Ouais. Je veux dire qu'en plus, ils sont prêts à tout, on le sait, on l'a vu, et M. Valero vient de le rappeler, enfin, il se passe des choses dramatiques. Donc, sur le terrain, s'il n'y a pas un soutien international sérieux... Mais cette victoire nette de l'opposition, on peut peut-être l'envisager justement en armant l'opposition syrienne. Alors, si on arme l'opposition syrienne, personne ne veut le faire. Les Occidentaux, la France ne veut pas le faire. Et ça sera sans doute rajouter du chaos au chaos. Je veux dire, donc aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit la bonne position. Donc en fait, on est dans une contradiction totale. Mais dire ce que vient de dire Laurent Fabius, c'est aller un peu vite en besogne. Je crois que l'important, c'est plutôt de réussir à ce qu'il y ait une intervention. Il y avait un mot d'Alain Juppé, le précédent ministre des Affaires étrangères. Il a dit il faudrait une force robuste. Enfin, il faudrait qu'il y ait du robuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les observateurs pourraient peut-être être accompagnés par quelque chose qui soit un peu solide. Or aujourd'hui, on est en train à chaque fois de botter en touche d'une certaine manière parce que la situation est on ne voit pas d'issue. Je crois que c'est pas du tout jeter ce qui est bien ici ou mal ici. C'est que la situation est inextricable. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit. Je crois qu'en l'occurrence, le conflit n'est pas asymétrique, mais il est dissymétrique actuellement.
C'est-à-dire qu'il pourrait bien être emporté par l'opposition en devenant asymétrique, ce qu'il est déjà devenu, c'est-à-dire comme les mouvements de guérilla, c'est-à-dire comme on l'a fait en Afghanistan, où finalement les Moudjahidines ont fait fuir l'une des premières armées du monde. Et d'ailleurs, je pense que l'intervention de Laurent Fabius est tout à fait comparable. Mais attention, on a livré des Stinger aux Moudjahidines afghans dans les années 80. Et puis, 30 ans après, on a eu le 11 septembre. C'est-à-dire, qui est-on prêt à armer? Et surtout, en fait, c'est un secret de polichinelle, monsieur Valero, qui arme déjà? Il suffit de se rendre sur les vidéos officielles. Ils sont armés déjà par le Qatar. Hein. Oui, moi j'ai pu compter une cinquantaine de T-62 ou T-72 détruits par l'opposition. C'est des gros chars soviétiques, enfin de l'époque soviétique. Seulement des chars comme ça se détruit pas à la Kalachnikov ou à l'IED. Donc il y a des Stinger, il y a des Milan. Maintenant la question de savoir c'est comment ils sont arrivés là, j'en sais rien. Mais si on continue à armer de cette manière-là, effectivement, de manière asymétrique, il se pourrait que le conflit soit remporté. C'est-à-dire que l'armée syrienne ne pourrait plus sortir de ses casernes. Il n'y aurait pas de victoire nette sur le terrain. En revanche, l'opinion publique mondiale et les médias feraient le reste, c'est-à-dire nous rendre éminemment sympathiques ses opposants. Après, il faudra gérer l'après. Comme vous l'avez dit, on n'a pas d'interlocuteur en réalité, donc c'est très dangereux. Et je crois que dans cette affaire, ça voudrait dire laisser les Syriens dans ce drame, dans cette huis clos. Sans compter les et la communauté internationale. Et moi, les amis que j'ai là-bas, etc. Enfin, les populations civiles, là, elles sont déjà prises en otage. Ce serait épouvantable. Bernard Valero. Juste quelques petits points. Oui, je vous rassure, s'agissant de ce qu'indiquait Laurent Fabius sur la victoire de l'opposition, c'est évidemment ce que nous souhaitons. Et ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est l'amorce d'une transition politique, parce qu'il serait grand temps d'en finir, et d'en finir plus particulièrement avec Bachar el-Assad. Mais il était interrogé sur la situation de guerre civile, parce qu'effectivement, c'est ce à quoi on est en train d'assister actuellement en Syrie, et c'est précisément la raison aussi pour laquelle nous redoublons d'efforts pour appuyer l'opposition. On ne le fait pas effectivement en fournissant des armes, mais sur des tas d'autres plans, et notamment par notre mobilisation diplomatique, en particulier au Conseil de sécurité, et dans d'autres cercles beaucoup plus larges. C'est l'objectif. Bernard Valero, on parlait tout à l'heure de la question justement de l'armement. Il y a un salon, vous savez, qui s'est tenu à Paris, où exposait un groupe d'armement russe, Rosoboron Export, si je ne me trompe pas, qui est soupçonné, plus que soupçonné d'ailleurs, de livrer des armes à la Syrie. Pourquoi la France a autorisé ce groupe russe à exposer sur ce salon à Paris? Est-ce que c'est pas un peu... Il n'y a pas une sorte d'ambiguïté? C'est-à-dire qu'on condamne, les livraisons d'armes russes à la Syrie, et on permet à un groupe d'armement russe d'exposer à Paris? Un groupe qui aurait d'ailleurs par ailleurs peut-être passé même un contrat avec Thales. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est non, dit. Les fantasmes autour de cet épisode se sont beaucoup développés au cours des derniers jours, et la position de la France, elle est très très claire là-dessus. D'abord, de manière générale, nous nous sommes prononcés très vite, très tôt, très clairement sur notre opposition, sur l'opposition de la France aux fournitures quelconques d'armes à la Syrie. En ce qui nous concerne, avec nos partenaires européens et à titre national, nous avons un embargo sur les armes que nous respectons strictement. Et comme, mais pourquoi avoir autorisé, pardonnez-moi de revenir à la première question, à ce groupe d'armement russe, de participer à ce salon? C'est un groupe quand même qui est soupçonné quand même de livrer des armes au régime syrien. Qui est soupçonné, comme vous dites. Nous avons été très clairs. S'il apparaissait qu'il y avait le moindre vente d'armes par ce groupe, ou y compris ce que vous rappeliez tout à l'heure, c'est-à-dire ces rumeurs selon lesquelles des éléments d'armement d'origine française qui auraient été, via cette société, envoyés à la Russie, la position est très très claire, bien sûr, c'est de condamner et de prendre les moyens adaptés à la situation. Geneviève Garrigos. Mais c'est clair que là, on retient... Amnesty a quand même dénoncé, je crois, la présence de ce groupe d'armement russe sur ce salon, assez vivement d'ailleurs. En fait, c'est pas uniquement la présence de ce groupement, c'est le fait que finalement, aujourd'hui, ce que nous dénonçons, nous, et c'est à deux niveaux. D'une part, que là aussi, le Conseil de sécurité ne se prononce pas pour un embargo
pour livraison d'armes à Damas, clairement, effectivement, l'Union européenne, certains pays ont décrété un embargo, mais de toute façon, pourquoi la Russie continuerait pas à livrer? De toute façon, elle ne s'est pas engagée en embargo. Et la deuxième question, c'est le traité sur le commerce des armes qui doit être présenté cet été aux Nations Unies, donc à New York, et qui pourrait réglementer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, de toute façon, pas d'embargo des conseils de sécurité et puis un vide total, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est clair que nous l'avons dénoncé. Malheureusement, il n'y avait pas que ce marchand. Frédéric Pichon, c'est la réelle politique dont vous parliez tout à l'heure, finalement. Oui, parce qu'en fait, on sait très bien qu'il existe d'autres moyens de vendre des armes. Par exemple, on les fait acheter par un pays tiers qui, lui, va les livrer. Donc à ce moment-là, on va dire non, on n'a pas vendu d'armes. C'est ce qui s'est passé en Libye l'année dernière. Et en ce moment, ces armes, d'ailleurs, sont disséminées dans tout le Sahara et le Sahel. Et on connaît les conséquences. Donc, que la France officiellement ne vende pas à la Russie, qui ne vende pas officiellement à Damas, il y a toujours moyen de faire passer. D'ailleurs, c'est le général Maud lui-même qui a, au tout début de sa mission, dit que des armes sophistiquées étaient approvisionnées de toutes les parties, et lui, par prudence, se refusait à nommer des pays voisins. Enfin, on le sait tous. On le sait tous parce qu'on a vu la répétition générale en Libye. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut un traité sur le commerce des armes, parce que justement, la question n'est pas... elle est un des points majeurs, c'est de pouvoir vérifier tout au long de la filière ce que deviennent les armes. Oui. Effectivement, aujourd'hui, on sait très bien que les armes qui arrivent au Darfour sont en train de violer l'embargo qui a été décrété, parce qu'ils passent par des pays tiers. Voilà. Donc, il faut ce traité, justement parce que ça va permettre de donner un cadre juridique contraignant par rapport à ce commerce. Pour boucler la boucle, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat, Jean-Paul Chagnolot, on parlait donc de l'impuissance de la communauté internationale, toujours avec ces vétos russes et chinois. Et ça pose quand même la question aujourd'hui de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, dont on parle depuis longtemps. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement qu'il n'y ait plus de droit de veto et que les décisions soient prises à la majorité qualifiée, ou en tout cas lorsqu'il y a crime de guerre et crime contre l'humanité, pour une saisine par exemple de la CPI? On débat aux Nations Unies de cette question depuis des années et des années. Et pour qu'il puisse y avoir une réforme de la Charte des Nations Unies, il faut une résolution du Conseil de sécurité. Et pour pouvoir réviser le veto, il faut passer par le droit de veto. Et par conséquent, aucun des pays aujourd'hui... n'est prêt à renoncer à son droit de veto. C'est la réelle politique encore, ça. Je ne sais pas si c'est la réelle politique, mais c'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pour ça que les Nations Unies... Ce sont ces États monstres dont a parlé Frédéric Pichon. Et vous savez, nous sommes dans une situation intéressante de voir toutes ces organisations internationales, les Nations Unies, mais bien d'autres, qui ont été créées il y a quand même pas mal d'années, c'est en 1945, avec un schéma qui correspondait à la configuration de l'époque, et on voit bien qu'aujourd'hui elles sont complètement dépassées par rapport c'est des rapports de puissance, elles sont dépassées par rapport à la situation actuelle, mais malheureusement je crois qu'il ne faut pas espérer qu'il y ait la moindre réforme importante des Nations Unies dans les années qui viennent. Mais c'est quand même un scandale quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Oui, mais après, on a eu des exemples récents où des coalitions sont intervenues sans mandat et sans l'accord du Conseil de sécurité, et pas seulement en 2003, en 99 au Kosovo et en Bosnie. Non, mais on parlait de la réforme des Nations Unies. Oui, voilà. Et puis reste la question justement de la saisie du procureur de la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, quand un État n'est pas partie, le seul qui peut pratiquement saisir, c'est finalement le Conseil de sécurité. Or, il suffit qu'un des 5 présente son droit de veto pour qu'il ne soit pas saisi. Dont 3 qui n'ont pas ratifié. 3 qui ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Mais la question, c'est pourquoi aucun membre, pour l'instant, n'a proposé une saisine de la CPI? Écoutez, c'est un sujet très compliqué, mais d'abord, il y a effectivement 3 des 5 membres permanents qui ne sont pas membres de la CPI, donc ils n'en veulent pas. Et puis de toute façon, la question de la CPI, il ne faut pas l'idéaliser, parce qu'il faut d'abord régler les questions politiques. Même s'il y avait une saisine de la Cour pénale, après la question concrète des moyens pour aller chercher les coupables, les suspects, mais vous mettez la pression quand même. Oui, mais c'est une pression, si vous voulez. Je pense qu'il y a un grand débat, il faudrait faire un débat là-dessus, sur les rapports entre la question politique. Faut-il d'abord privilégier la politique, c'est-à-dire trouver des solutions politiques dont nous parlons maintenant, ou faut-il enclencher des procédures judiciaires avec les CPI? Or, c'est une question majeure, ça. Or, aujourd'hui, même si c'est très important de penser à la CPI, parce qu'effectivement, à l'évidence, il y a des crimes contre l'humanité et probablement des crimes de guerre, il est clair que les conditions ne sont pas réunies, qu'il faut d'abord régler les questions politiques. Et même les magistrats de la CPI le disent. Ils estiment que d'abord, les questions politiques sont souvent premières avant d'enclencher ça. Je crois qu'il faut bien... Il ne faut pas malheureusement rêver à ce que... Et d'ailleurs,
pour prendre un exemple très concret, il y a des magistrats de la CPI qui sont actuellement en prison. Je ne sais pas s'ils sont sortis maintenant en Libye. Ils sortent. Ils sortent, voilà. Ils sortent. Mais donc, vous voyez, on a envoyé des enquêteurs, un avocat, et ils ont été pris en otage en Libye. Alors, voilà. Oui, sauf que pour la Libye, on l'a fait. Ça résume beaucoup la question de la CPI. Oui, mais sauf que pour la Libye, on a saisi la CPI. Oui, mais avec un résultat absolument nul pour le moment. Je crois que la question syrienne est d'abord la question de trouver une solution politique, fondamentalement. Symboliquement, ça a été très très important. De toute façon, on n'a pas les moyens de la saisir. Donc la question, elle est aujourd'hui réglée. Si je puis me permettre. Sur les États monstres froids, sur la puissance ou l'impuissance du Conseil de sécurité, je crois qu'il faut absolument que nous revenions très très vite dans votre débat pour aborder toutes ces questions. S'agissant de la CPI, en ce qui nous concerne la France, nous avons accumulé, et nous continuons de le faire, beaucoup de preuves sur les crimes qui ont été commis en Syrie, qui continuent d'être commis. Nous avons des dossiers, nous avons des témoignages, nous avons les preuves, et nous avons les noms des personnes qui, un jour, devront rendre les comptes à la justice. Nos dossiers sont prêts. Et nous participons également à ce travail avec notamment la commission d'enquête internationale dont vous rappeliez tout à l'heure qu'elle n'a pas été autorisée à aller en Syrie et malheureusement c'est la réalité des faits, mais qui fait tout de même un travail remarquable. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur le Conseil de sécurité, effectivement on peut avoir cette approche des États qui sont monstres froids, etc. Moi je vous parle de la France. La France, depuis le début, a joué un rôle moteur, que ce soit au Conseil de sécurité, que ce soit à l'Union européenne. On est en train, et ce sera adopté lundi prochain, on est en train de préparer un nouveau train de sanctions contre les officiers. Les officiers de l'armée syrienne, il y aura les noms et il y aura les sanctions correspondantes. Cela dans l'espoir de... Il y aura une résolution. D'encourager les défections, parce que ça ne fait pas la une des journaux, mais il y a de plus en plus de défections dans l'armée. Mais vous allez encore vous heurter, Bernard Valero, au veto russe et chinois ? Pas à Bruxelles, heureusement. Pas à Bruxelles, oui, pardonnez-moi, je pensais que c'était à l'ONU. Parce que je sais que la France va déposer aussi une résolution. Vous envisagez de déposer une résolution aussi à l'ONU ? Nous travaillons à une résolution, effectivement, dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Vous n'avez aucune chance de la faire passer, votre résolution ? Nous espérons bien pouvoir la faire passer le moment venu, après en avoir, et c'est la raison pour laquelle nous le faisons, travailler intensément avec les Russes comme nous le faisons actuellement. Voilà, et donc des sanctions qui seront votées à Bruxelles. Des sanctions qui seront adoptées à Bruxelles dans quelques jours et qui viseront à montrer à ceux qui continuent de commettre des crimes en Syrie qu'un jour, ils auront à rendre des comptes. Il n'y aura pas d'impunité. Y compris pour les massacres de Oula, par exemple, le massacre de Oula qui n'est toujours pas élucidé et pour lequel on risque d'avoir des surprises. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat sur notre chaîne. Très belle soirée. « 5h du matin, le 28 avril dernier. Des commandos de l'armée colombienne partent en opération. Objectif, démanteler des laboratoires de drogue clandestins dans la jungle. Ce jour-là, le journaliste de France 24, Roméo Langlois, les accompagne. 6h40, il tombe dans une embuscade des FARC. « 12h45. Après de longues heures de combat, Roméo Langlois, blessé, se rend. Il sera détenu durant 33 jours. Colombie à balles réelles, le récit captivant de cette bataille sur la ligne de front. Suivez l'Euro 2012 sur France24.com. Les résultats des matchs en direct, tous les classements, nos analyses. Un dossier complet et interactif pour tout savoir sur la compétition. Chaque jour, ne manquez pas le journal des Bleus. Rejoignez le club et confrontez votre point de vue avec les fans de foot du monde entier. Toute l'info sur l'Euro 2012 est sur France24.com.